est-ce que les fast-foods, c'est si mauvais que ça? Ça dépend à quel point de vue on se place. C'est-à-dire que si vous êtes avec une pathologie rénale en dialyse tous les jours et que vous remettez du sel sur vos frites au fast-food, c'est peut-être pas l'idéal. Après, si vous avez aucune pathologie, que c'est hyper plaisant pour vous de manger au fast-food, encore une fois, si vous y allez matin, midi et soir, au bout du troisième jour, vous allez avoir envie d'autre chose. Donc, moi, je mets pas de limite dans le sens où elle se met toute seule, en fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Madame Colline Flandrin. Donc elle est diététicienne nutritionniste, elle est actuellement active sur l'île. Donc elle est membre du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Elle est déléguée régionale de l'association des diététiciens libéraux. Et elle est aussi adhérente à l'association François Aupetit. Donc c'est une association qui lutte contre la maladie de Crohn et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ça va, je vois que vous êtes bien renseigné Je sur fais mon mes petites sujet. recherches avant quand même, qu'on puisse vous connaître. Donc est-ce que vous avez quelque chose un peu plus précis à dire sur vous Eh bien, je dirais que je travaille en libéral depuis 10 ans et en parallèle, j'ai été salariée, ça vous le saviez pas, un petit temps dans une clinique pédopsychiatrique. Et de ce fait, je travaille plutôt avec des patients qui ont un problème de santé mentale. Mes prescripteurs sont surtout des psychiatres. Alors, il y a aussi des médecins traitants, mais il y a aussi des psychiatres. Et donc, je suis assez spécialisée sur les troubles du comportement alimentaire, les troubles alimentaires pédiatriques, et après, comme vous l'avez dit, les maladies de l'intestin. Et je reçois aussi pas mal de personnes qui sont végétariens ou véganes. Donc on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est quoi en fait la diététique? Alors, la diététique, peut-être qu'il faut d'abord la distinguer de la nutrition. Donc, la nutrition, c'est une science. C'est une science qui fait le lien entre l'alimentation et la santé. Et la diététique, ça va être une pratique de la nutrition et c'est une pratique qui s'oriente vers l'alimentation équilibrée. Moi, ma définition, ce serait, alors si on pense à manger de façon diététique, ce serait de manger en fonction de son envie et de sa faim. Je trouve ça beaucoup plus diététique que de manger équilibré finalement. Et donc majoritairement aujourd'hui, qui sont vos clients en fait à l'heure d'aujourd'hui? Donc moi, je reçois des patients et mes patients, ce sont majoritairement des jeunes et je dirais des jeunes femmes, donc entre 20 et 40 ans. D'accord. Et est-ce que vous recevez beaucoup d'étudiants? Oui, je pense que la majorité sont des étudiants ou jeunes actifs. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un œil un peu plus nouveau concernant le type de régime alimentaire des jeunes Français? Alors, je dirais que les régimes alimentaires aujourd'hui sont beaucoup plus extrêmes. En fait, j'irais dire dans le végétarisme ou dans le véganisme, vraiment des régimes assez très très strictement suivis. Bon, après, moi, comme je vois des personnes avec des troubles alimentaires, ça va être des troubles sévères. C'est-à-dire, je ne vais pas donner d'exemple ou de mauvaises idées, mais enfin, quand on pense à quelqu'un qui mange pas ou peu, c'est vraiment quelqu'un qui mange pas ou peu. Ne fait pas semblant, c'est extrême, voilà. D'accord, donc aujourd'hui on est vraiment sur de l'extrême ou rien. Enfin, on Ben, est c'est beaucoup de tout ou rien, ouais. d'accord, ouais. Et c'est ce que me disent les patients. OK, Et c'est ce que je remarque. d'accord. Et donc, est-ce que justement vous avez des conseils pour pouvoir manger équilibré quand on a justement un petit budget? Et quand je parle de ça, je parle plus spécifiquement des étudiants qui ont pas beaucoup de temps pour manger, souvent entre midi ou entre les cours. Et comment ils peuvent justement éviter les produits industriels, par exemple, qu'on peut manger en quelques minutes? Mes conseils, je les tournerai plus sur changer sa façon de manger que changer ce que l'on mange. En fait, j'ai envie de dire, ça va être plus bénéfique de manger assis, en mâchant les aliments, même si c'est des produits industriels, que de manger des choses faites maison, mais à la va-vite, sans savourer, et finalement en mangeant 2 fois plus. Moi, ce que je vois, c'est que le souci, souvent, il est plus sur les quantités
et aussi sur la façon de gérer la pression. C'est-à-dire que les étudiants que je vois, ils ont en tête qu'ils doivent continuer à manger comme chez papa et maman, sauf que ils n'ont pas forcément la même cuisine, ils n'ont pas forcément le même temps, ils n'ont pas forcément le même budget. Et de dire, vous mangez ce que vous pouvez, mais au moins essayez de faire que manger en mangeant, et asseyez-vous et mâchez, c'est déjà pas mal. En fait, il y a des produits industriels qui sont pas si pires, comme on dit. D'accord, ouais. Donc on fait surtout attention aux quantités. Aux quantités, et le cadre que je pose aux patients qui viennent me voir, c'est avec attention, c'est-à-dire qu'en fait, quand on mange, c'est avec le goût, la texture, enfin on est attentif au goût, à la texture, à l'ouïe. Alors il y a des aliments qui font moins de bruit que d'autres, mais bref, aux 5 sens, et au plaisir, parce que finalement, quand on mange, il évolue, et ça, on oublie d'y penser. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la prise alimentaire, en fait, il y a une lassitude qui se met en place, et c'est aussi important d'écouter ça que de choisir un aliment à Nutri-Score A. Et le dernier point qui est très important pour bien manger, c'est de manger en sérénité, en fait. Si on mange en se disant que c'est pas bien, on aurait dû cuisiner ou on aurait dû acheter un produit de meilleure qualité, on va pas du tout profiter de ce que l'on mange, et en fait, on n'est pas rassasié et on va avoir envie de manger à nouveau. Alors, je vous le fais le raccourci, mais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plus on mange avec attention, en étant attentif au plaisir et en s'autorisant à le faire, plus c'est bénéfique. C'est plus ça qui est intéressant que l'aliment lui-même. D'accord, donc on n'oublie pas que manger, ça doit surtout rester un plaisir. Il faut pas le voir de la mauvaise des manières. Aucun intérêt de manger sans plaisir. En fait, le plaisir, c'est ce qui va vraiment réguler la prise alimentaire. Donc si vous n'en avez pas, ça n'a pas d'intérêt, et même le risque, c'est de manger plus. D'accord. Et donc maintenant, est-ce que vous avez un type ou certains aliments que vous considérez comme essentiels pour les étudiants, qui pourraient par exemple les aider à être en forme, à supporter par exemple les examens pour vraiment être concentrés? Alors, si je veux rester cohérente par rapport à ce que j'ai dit avant, je vous dirais, il n'y a pas d'aliment essentiel. Après, un aliment qui permet d'avoir de l'énergie de façon diffuse assez longtemps dans la journée, des vitamines et des minéraux, un budget pas trop explosé, mais vous allez peut-être pas aimer l'aliment que je vais vous citer, mais c'est les légumineuses. Franchement, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, pois cassés, c'est vraiment des super aliments dans le sens où il y a des protéines, des sucres lents, vous avez des vitamines et des minéraux, des fibres. C'est vraiment un super aliment, pas cher. L'inconvénient, c'est qu'il est quand même long à préparer, surtout si vous l'achetez en vrac et cru. Cuire des lentilles, il faut les faire tremper, il faut les cuire, enfin les préparer. Ça peut être assez long, mais quand vous en achetez en conserve, finalement, ça va, c'est pas si long. Et bien préparé, c'est-à-dire associé à des féculents, c'est vraiment un produit qualitatif, en fait. Vous allez avoir des protéines végétales, des sucres lents, et pour vous donner un exemple, vous pouvez très bien prendre des pâtes avec des pois chiches ou un chili con carne mais sans la viande. Ça va être des aliments qui vont être satiétogènes, c'est-à-dire que votre faim ne va pas revenir vite, et qui peuvent être aussi rassasiants, c'est-à-dire vous apporter une certaine dose de plaisir, dans le sens où c'est préparé avec de la sauce. Un chili con carne, c'est un repas alors festif, il y a peut-être plus festif, mais il peut être gourmand, en fait. Et est-ce qu'on doit peut-être faire attention aux quantités sur ce genre d'aliments ou on peut y aller autant qu'on veut? Il n'y a rien avec quoi on peut aller autant qu'on veut, D'accord, même l'eau, finalement. En fait, d'accord. tout aliment a un Il y mini a et quand un même une maxi. limite. Voilà. D'accord. Donc, autant qu'on veut, oui, dans la mesure où on prend plaisir. Si vous prenez plus plaisir et que vous avez mal au ventre, ça peut être pas mal de s'arrêter. Après, je vous ai pas dit, mais il y a les œufs, qui est quand même un grand classique d'un aliment peu cher et intéressant au niveau nutrition, pour les protéines notamment, et parce que c'est un liant et que ça permet de faire plein de préparations. Pour en être un grand consommateur, je vous confirme. Alors maintenant donc, comment on gère les problèmes de stress liés aux études qui peuvent influencer les habitudes alimentaires des étudiants? Pour le coup, les problèmes de stress, ça va pas être ma partie, dans le sens où la gestion du stress, ça se fait avec un psychologue. Par contre, vous pouvez vous orienter vers une diététicienne ou un diététicien formé par le GROS, donc le groupe de réflexion obésité et surpoids, comme vous évoquiez tout à l'heure,
ou une diététicienne qui a un DU, donc un diplôme universitaire sur la pédagogie du comportement alimentaire, parce que ces diététiciennes-là, alors vont pas vous aider à gérer le stress, mais vont prendre en compte dans leur prise en charge diététique le fait que le stress impacte l'alimentation. En fait, ça va permettre, vous allez avoir une prise en charge en fait qui est plus adaptée parce que quand c'est une diététicienne qui n'est pas formée, potentiellement elle peut dire je ne sais pas, arrêtez de stresser et vous mangerez pas, ou alors mangez un fruit. Voilà. Sauf que c'est pas suffisant pour gérer les prises alimentaires liées au stress. Et quand on est formé à prendre en compte les émotions, on peut pas résoudre l'émotion de base, mais on peut avoir une prise en charge plus adaptée qui tient compte de ce stress. D'accord. Et du coup, en fait, avec la nutrition, comment on peut aider à gérer le stress? Alors la nutrition peut aider à gérer le stress dans le sens où c'est une des fonctions de l'alimentation, hein. Pour rappel, l'alimentation a 3 fonctions, donc se nourrir, après c'est partager, et la troisième fonction c'est se faire plaisir, donc prendre plaisir et se réconforter. Il y a aucun problème à se réconforter avec l'alimentation. Là où ça devient problématique, c'est quand ça marche plus. C'est-à-dire que vous utilisez l'alimentation pour vous réconforter, mais ça marche pas et en plus ça engendre une culpabilité, par exemple. Donc il peut y avoir un double problème en fait. Là, c'est intéressant de consulter à ce moment-là. Par contre, manger, être triste ou être hyper joyeux, avoir envie d'un chocolat soit pour potentialiser la joie ou pour apaiser la tristesse, le fait de le manger et de faire en sorte que ça apaise la tristesse ou potentialise la joie, c'est super en fait. C'est tant mieux si vous arrivez à le faire, c'est top et c'est possible et c'est ce à quoi sert l'alimentation. Et donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la nutrition, justement, ça peut avoir un impact sur la concentration, la mémoire, les performances d'un étudiant? Est-ce qu'en mangeant mal, on peut se sentir vraiment pas bien et ne pas être concentré? En mangeant mal, vous pouvez ne pas avoir suffisamment d'énergie ou une énergie qui se consomme trop vite et dans ce cas qui ne vous tient pas tout le temps de votre effort. Donc se concentrer sur des cours, c'est un effort. Si vous manquez de vitamines et minéraux aussi, tous ces petits éléments, c'est ce qui permet que les réactions chimiques, pour faire aussi un gros débriefing, c'est des petits éléments qui servent à plein de choses et si vous en manque, tout devient un peu plus compliqué. Et donc maintenant, est-ce que, il y a des recommandations spécifiques en matière de supplémentation alimentaire pour les étudiants? Donc en particulier pour ceux qui ont des besoins nutritionnels particuliers, pardon. Alors, vous pouvez avoir chez les étudiants fumeurs un besoin de vitamine C majoré. En fait, on a besoin de 20% de plus de vitamine C quand on fume. Donc, ça peut être de privilégier des agrumes pour être sûr d'avoir la vitamine C. Donc, les pamplemousses, les oranges, les mandarines, les clémentines, les kiwis, le citron. Voilà. Pour les étudiants du Nord, peut-être un peu de vitamine D parce que Manque de soleil. manque de soleil. Au niveau des végétariens, pourquoi pas, si vous manquez de fer, une supplémentation par gélule et ou de la vitamine B12. Certains végétariens qui n'ont pas assez de vitamine B12, même s'ils mangent encore un peu de poisson ou D'accord. d'œufs. Et donc maintenant, est-ce que vous avez, une ou plusieurs recettes à nous conseiller, nous les étudiants? Eh bien, je suis peut-être allée un peu trop... Enfin, j'ai peut-être devancé la question tout à l'heure avec l'histoire des pâtes et des pois chiches. Pour être plus complète, en fait, un couscous, de la semoule, ça va assez vite à faire. Si vous prenez de la ratatouille en conserve déjà prête, c'est assez rapide et puis ça peut être peu cher. Vous ajoutez des pois chiches et vous n'avez pas besoin de viande, par exemple. Après, vous pouvez ajouter de la viande si vous voulez, mais c'est quand même un peu plus cher. Maintenant, il existe des pâtes faites avec de la farine de blé et la farine de lentilles corail notamment. Donc là, vous ajoutez des légumes et vous avez un repas complet, comme par exemple des carottes. Vous pouvez faire des pâtes aux carottes avec une farine de lentilles corail. Sinon, un plat assez complet et pas trop cher, je dirais du riz cantonné. Vous avez du riz, des petits pois. Vous pouvez ajouter des champignons ou des choses comme ça en plus, des petits légumes en plus, avec du jambon et ou des œufs. Et le tour est joué. Et donc maintenant, est-ce que vous avez des astuces pour tenir son régime alimentaire? Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui essaie de se tenir sa ligne,
qui essaient de tenir un régime, par exemple pour le sport ou autre chose, mais qui n'y arrivent pas. Donc est-ce que vous avez des petites astuces pour nous? Pour revenir sur ce qu'on disait un peu plus tôt, l'astuce, c'est le plaisir, je pense. S'il n'y a pas de plaisir, vous n'allez pas réussir à tenir sur le long terme. Et puis surtout, quand il n'y a pas de plaisir, c'est très difficile de réguler les quantités. Donc, c'est important qu'il y ait du plaisir à table. Ça permet de réguler en fait toutes les prises alimentaires. D'accord, donc il faut vraiment se focaliser sur le fait que ça soit un plaisir. Bah, faites l'expérience d'un plat que vous adorez. Essayez de Mmh. comparer le plaisir que vous ressentez entre la première bouchée et la dernière. D'accord, OK. En fait, normalement, il y en a moins. Bon, je vous dis pas, je vous laisse, je casse pas le suspense. Je vous laisse regarder ce qui se passe et vous verrez que se concentrer là-dessus, ça aide vraiment, à réguler les quantités et ça aide aussi sur les choix alimentaires parce que, des fois, j'ai des patients qui disent: «OK, bon, si je regarde le plaisir, moi j'adore, le fromage, je vais manger de la raclette tout le temps». Alors je leur dis: «Bah oui, allez-y, allez manger de la raclette» et je les revois le mois prochain et je leur demande comment ça a été leur mois de raclette et en fait, ils me disent: «Bah, au bout de 3 jours, j'avais envie de manger autre chose». Naturellement, en fait, quand on s'intéresse à ce qu'on ressent quand on mange, bah, les envies sont variées et elles changent au fur et à mesure. Vous pouvez pas avoir envie de raclette pendant un mois entier, du petit-déj au dîner. Ou alors, il se passe quelque chose, il y a une émotion trop forte, D'accord. ça va pas très bien. Donc il faut essayer d'éviter un peu la lassitude peut-être, de certains plats. Alors, elle est inévitable et Mmh. tant mieux, parce que si on se lasse jamais, c'est un peu bizarre. Mais du coup, oui, de varier, en fait, ça va se faire tout seul, de fait. Vous allez avoir envie de varier. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions que les étudiants nous ont posées, juste avant qu'on tourne ce podcast. Donc on a fait de la communication sur, Instagram et on a reçu quelques questions. Donc on a une question de Maël qui vous demande, est-ce que ça pose problème de manger beaucoup de pâtes? Étant donné que beaucoup d'étudiants mangent beaucoup de pâtes. C'est un plat rapide, c'est facile, c'est bon. Donc est-ce que ça pose un certain problème à en manger presque tous les jours, en fait? Tout dépend ce que vous appelez beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que c'est au-delà du plaisir? Bon, on peut dire un plat, normal, peut-être 100 grammes de pâtes, tous les jours. 100 grammes, c'est la recommandation, donc D'accord, donc ça pose pas vraiment de soucis particuliers. pas de souci. D'accord. Donc j'ai une autre question de Maël. Heu, est-ce qu'il est plus dur d'avoir une alimentation équilibrée quand on est végétarien? À partir du moment où vous connaissez la complémentarité, ça veut dire l'association entre les féculents, enfin les céréales et les légumineuses, c'est pas compliqué du tout d'avoir un repas équilibré. Donc faut quand même se renseigner un minimum. Si on veut se mettre dans ce régime, il faut quand même faire attention. Bah, il faut garantir un apport de protéines minimal, mais avec l'association céréales et légumineuses, il n'y a pas de souci. Et puis après, si vous enlevez aussi le poisson et les œufs, là, il faut faire très attention à la vitamine B12. Mais sinon, vous allez avoir des oméga 3 par le poisson et les œufs vous apportent un peu de protéines et de vitamine B12, donc pas de problème. Maintenant une question de Lulu. Comment améliorer le plat typique de l'étudiant justement, les pâtes? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Avec des sauces, particulières, un, un complément peut-être en particulier? Il y a 1000 façons de faire des pâtes, donc Par exemple, le meilleur plat de pâtes pour vous, par exemple, nutritivement? alors personnellement, ça change un peu tout le temps, en fait. Moi, j'adore les pâtes carbonara. D'accord. Voilà, alors si vraiment vous voulez, que ce soit équilibré, ajouter des légumes, pourquoi pas avec des champignons, c'est assez bon. Personnellement, Mmh. j'aime bien. Moi, j'adore les pâtes au pesto, mais avec le vrai basilic. Alors ça, c'est peut-être un peu plus cher parce que si vous achetez la plante fraîche, bah, ça a un autre coût, mais vous pouvez en prendre aussi, surgelée. Qu'est-ce que j'aime comme autre pâte? Au saumon. Des pâtes au saumon et si vous voulez ajouter un peu de verdure, au poireau, avec une fondue de poireaux, avec des épinards. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'acheter des épinards frais parce que ça prend de la place et dans une kitchenette étudiant, c'est pas toujours pratique, mais vous en avez en conserve en fait. Vous ajoutez de la crème fraîche et ça amène de l'onctuosité. Après, vous pouvez faire avec les épices des pâtes au lait de coco au curry. Je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais avec des herbes de Provence. Enfin, il y a plein de façons de donner du D'accord. goût. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut, quoi, avec les pâtes. C'est une base de plat où on peut vraiment, mélanger, plein de plaisirs.
Oui, d'autant que vous pouvez maintenant mettre, comme on disait tout à l'heure, des pâtes avec de la farine de blé, mais pas que. Donc ça peut être de la farine de lentilles corail, par exemple. Vous avez aussi maintenant des pâtes semi-complètes. Avant, il n'y avait que des pâtes blanches ou des pâtes noires qu'il fallait cuire 30 minutes. Mais maintenant, vous avez du semi-complet, donc c'est un bon compromis. Et puis ça tient un peu plus longtemps au corps. En fait, ça se digère un peu plus lentement, ça amène plus de fibres. Donc ça change des plats de pâtes qu'on considère sucre lent, mais qui devient presque un sucre rapide parce que des coquillettes cuites 3 minutes, ça se digère très très vite. Maintenant, vous avez des coquillettes au blé complet. C'est plus intéressant au niveau nutritionnel. Et donc aussi, j'ai encore une question de Lulu qui vous demande, est-ce que les fast-foods, c'est si mauvais que ça? Ça dépend à quel point de vue on se place. C'est-à-dire que si vous êtes avec une pathologie rénale en dialyse tous les jours et que vous remettez du sel sur vos frites au fast-food, c'est peut-être pas l'idéal. Après, si vous n'avez aucune pathologie, que c'est hyper plaisant pour vous de manger au fast-food, encore une fois, si vous y allez matin, midi et soir, au bout du 3e jour, vous allez avoir envie d'autre chose. Donc, moi, je mets pas de limite dans le sens où elle se met toute seule, en fait. D'accord. Mais si quelqu'un, par exemple, consommerait un fast-food 3 fois par semaine pendant, on va dire 6 mois, Mhm. est-ce que là, ça serait si mauvais que ce qu'on nous le dit tout le temps, en fait? À voir sur la prise de sang, hein. D'accord, Si la prise de sang est bonne, que le poids est stable, d'accord, il n'y a aucun inconvénient. S'il n'y a pas de problème digestif, pas de problème de transit, si la personne se sent bien, il n'y a pas de OK. raison de Donc s'en tout dépend, priver. OK, d'accord. Et enfin, dernière question de Lulu, encore une fois. Est-ce que c'est vraiment utile de manger le matin? Encore une fois, ça dépend. Mmh. C'est-à-dire que si Lulu, il a la nausée quand il se réveille, ou elle se réveille, il n'y a pas d'intérêt à se forcer à manger. Si par contre, à 10h, enfin, ça peut être ça aussi, ça peut être prendre le petit déjeuner à 10h en fait. On n'est pas obligé de le prendre au réveil. En fait, il faut regarder comment je tiens jusqu'à mon prochain repas, comment je me sens au moment du petit déjeuner. D'accord, donc c'est vraiment selon, comment on se sent, en fait? Pas se Exactement. forcer? Non, D'accord, pas d'intérêt, parce que vous n'aurez pas de plaisir, et du coup, on a dit que ça ne servait à rien de manger sans plaisir. Donc, d'accord. Très bien, bah, super. Bah, merci à vous. de rien. C'est déjà la fin de notre podcast, pardon. Donc on vous invite à venir écouter, nos autres podcasts sur Spotify et YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour en savoir un peu plus sur nos prochains spots à eux. Et vous pouvez retrouver, madame Flandrin, à son cabinet, au 124 bis rue du Faubourg de Roubaix, le code postal 59 800 à Lille, ou encore à la Maison des Thérapeutes, au 55 rue Jeanne d'Arc à Lille, ou encore à son numéro de téléphone au 06 72 68 18 58. En espérant pouvoir vous donner un autre podcast dans les prochains jours. Voilà. Au revoir. Au revoir à tous.